Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Alexia Jolivet, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication et je vais avoir le plaisir d'animer ce séminaire du Centre d'Alembert. Alors, je m'adresse un instant aux personnes qui sont à distance. Donc, le chat est ouvert. Donc, pour tout incident, problématique technique, n'hésitez pas à le signaler par le biais du chat. On espère que tout se passera bien. Et en termes de micros, normalement, tous les micros sont éteints, mais je vous demanderai d'être vigilant et de ne pas les ouvrir, à part si on vous donne la parole. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat. Alors, il y aura une séance de questions à la fin des deux présentations. On pourra vous donner la parole, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser vos questions directement par le biais du chat et nous les relayerons. Donc, je vous propose de commencer. Donc, cette séance, elle s'inscrit dans un cycle mené par le Centre d'Alembert qui est intitulé cette année, je cite, « Du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance, comment partager le savoir ». Et le but de ce séminaire, c'est d'interroger la confrontation d'un double mouvement qui traverse actuellement la recherche, qui est à la fois celui de l'ouverture et de la gratuité qui est porté par différents dispositifs, mais aussi d'un autre côté, une logique de marchandisation des savoirs. Et donc cette tension au sein de cette économie de la connaissance, elle a été questionnée lors de séances précédentes, puisque l'objectif du Centre d'Alembert, c'est d'amener à une réflexion multidisciplinaire sur une thématique. Et pour rappel, il y a eu par exemple une séance menée par la biologie et qui, par exemple, problématisait la question des ressources génétiques végétales et leur mise en commun. Ou récemment, il y a eu une séance dans le cadre des mathématiques et de l'histoire des sciences et qui questionnait le rôle des bibliothèques dans le partage des savoirs. Donc, et il y aura une nouvelle séance, je précise, il y aura une nouvelle séance en juin, Julien. Et également, nous aurons le 9 juin un colloque. Je profite, permettez-moi de faire un peu de la promotion des événements du Centre d'Alembert. Donc le 9 juin, il y a un colloque à l'Université de Paris-Saclay qui est dédié aux promesses de la science et aux sciences des promesses. Donc, qui permettra de questionner un petit peu cette économie de la connaissance. Donc aujourd'hui, nous allons interroger le partage de la connaissance par le biais de la thématique de la science ouverte et plus précisément de l'édition scientifique, avec un regard en sciences de l'information et de la communication dans un premier temps et plus sociologique dans un deuxième temps. Pour cela, nous aurons deux intervenants que je remercie tout d'abord vivement d'être venus jusqu'à nous et de nous partager leurs réflexions. Donc on commencera par Lise Verlaet, qui est juste à côté de moi et qui est directrice de l'Institut des technosciences de l'information et de la communication à l'Université Paul Valéry et qui est également responsable du programme de recherche-action Numérève, alors peut-être qu'on en saura un petit peu plus, mais qui est une plateforme d'édition scientifique en sciences ouvertes. Et ses travaux portent notamment sur les systèmes d'information, la gouvernance de l'information et l'intelligence économique. Et également, elle est membre du comité de rédaction, et ça peut être important dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui, des revues, de plusieurs revues, et notamment Communication et Management ou Intelligibilité du numérique. Et Arnaud Saint-Martin, dans un deuxième temps, sociologue et chargé de recherche au CNRS. Alors, j'ai oublié de préciser sur quoi portera l'intervention de Lise. Mais ça sera beaucoup plus clair dans 5 minutes. Mais Arnaud Saint-Martin, lui, évoquera les revues prédatrices. Alors, dans un premier temps, on aura une présentation plus générale concernant l'institutionnalisation et les reconfigurations institutionnelles liées à la science ouverte. Et dans un deuxième temps, on focalisera un peu plus sur les revues prédatrices. Et donc, pour compléter sur le profil d'Arnaud Saint-Martin, il travaille aussi bien sur l'histoire des sciences et des techniques que sur l'étude des transformations de l'astronautique. Donc, c'est un grand écart. Et il co-dirige la revue Gilles Fell, qui est également les éditions Le Croquant. Voilà.
Donc, nous serons amenés aujourd'hui à questionner la question donc, de l'édition scientifique et nous serons peut-être amenés à interroger plusieurs niveaux, notamment le renouvellement des pratiques des chercheurs, des pratiques des scientifiques et de leur positionnement, avec à la fois une évolution de la figure du chercheur qui devient aussi, par le biais de cette édition scientifique, peut-être un chercheur entrepreneur de la connaissance, et qui se trouve dans de nouvelles formes de pouvoir d'agir, de responsabilisation, mais aussi dans des nouvelles formes d'autorité, redonner peut-être aussi l'autorité de cette diffusion scientifique à ceux qui sont directement les producteurs. Nous pourrons aussi aborder l'évolution de cet écosystème de l'édition en interrogeant les nouvelles dynamiques d'institutionnalisation, voire d'étatisation pour certains programmes. Et on pourra également essayer de comprendre les imaginaires de la science qui sont véhiculés derrière ces politiques de la science ouverte. Est-ce qu'on n'est pas dans des formes est-ce que ces imaginaires prendront une certaine réalité, ou est-ce que l'on est face à une forme d'illusion, ou peut-être l'éthos du numérique cet éthos du numérique libérateur porte peut-être de manière idéale ou pas cette vision de la science ouverte. Et également, on pourrait y retrouver d'une certaine manière un renouvellement des normes un peu mertoniennes autour de la science, du désintéressement, du communalisme, ce genre de choses. Donc voilà, il sera peut-être intéressant aussi de comprendre quelles sont les valeurs et les imaginaires, les idéaux qui sont portés par cette science ouverte. Je m'arrête là, j'ai suffisamment parlé et je laisse la parole à Lise Verlaet pour sa présentation. Bien, merci Alexia pour déjà cette invitation et aussi à Véronique Luec pour l'organisation de ce séjour. Donc, je ne vais pas me représenter, je vais vous parler donc aujourd'hui de l'écosystème de l'édition scientifique face à la science ouverte, reconfiguration et réticularité. Alors, je vais introduire mon propos en faisant une petite rétrospective, enfin une grande rétrospective qui m'a paru intéressante de remémorer ici en introduction de cette présentation. Donc, il est communément admis que l'édition scientifique débute au XVe siècle dès la création de l'imprimerie, avec la possibilité donc, pour les savants de se référer à des supports écrits pour appuyer et construire leurs recherches. Mais comme vous le savez, celle-ci reste sous le joug de l'Église et de la monarchie qui imposent une censure. Dans ce nouvel ordre naissent des cercles savants qui, vers la fin du XVIIe, se structurent en académies, lesquelles firent paraître les premières revues scientifiques. Alors, ces cercles savants se sont constitués aussi sous couvert de missions d'expertise et de jugement commanditées par la monarchie, lesquelles ont permis, du coup, de s'abroger de la censure et de l'autorité de l'Église. Et ça a permis également à ces cercles de savants d'imposer leur influence sur les imprimeurs et d'assurer ainsi le contrôle des médias. Ainsi, une autorité savante, avec la qualification d'expert reconnue par l'État, prenait le contrôle des moyens de diffusion. Et c'est surtout eux qui définissaient ou non ce qu'ils relevaient ou non du domaine scientifique. Donc un peu le plein pouvoir aux scientifiques. Et quelque part, il me semble que c'est ce vers quoi nous devrions revenir, n'est-ce pas ? Le XVIIIe peut être considéré comme le siècle de l'apogée du livre scientifique. La publication scientifique connut alors un réel essor du point de vue du rythme de diffusion et également en termes de diversité des thématiques des revues scientifiques. Parallèlement, face à cette profusion d'informations et de livres, il y a eu une professionnalisation des techniques liées à l'imprimé et qu'on a encore à l'heure actuelle. Et rappelons que l'article 11 des droits de l'homme décrète la liberté d'imprimer, grâce auquel la notion d'auteur acquiert enfin un statut juridique. Par la même occasion, on insiste aux prémices des maisons d'édition, puisqu'il y a le privilège exclusif d'édition qui est conféré aux librairies. Durant la Troisième République, les universitaires développent librement leurs travaux de recherche, on voit l'émergence de nouvelles disciplines, le volume de publications allant crescendo, les professions de l'information se structurent, ainsi que toutes les techniques documentaires associées.
Malgré les transformations de l'environnement de l'édition scientifique, les CRAS conservent néanmoins l'autorité sur la publication des travaux scientifiques durant le 19e et le 20e. Et l'on assiste aussi au développement de présentations en séances publiques des recherches. Et finalement, ces séances publiques attestent et confèrent aux auteurs une légitimité, une autorité nouvelle, qui maintenant est vraiment sur l'auteur. Bref, durant près de 4 siècles, l'autorité est restée entre les mains des acteurs académiques et de la société savante, agrégeant autour d'eux des professionnels de la diffusion de l'information, qu'il s'agisse de bibliothécaires ou de documentalistes, tous réunis dans une vision plus ou moins altruiste de l'édition scientifique. Mais bien entendu, il s'agit là de la fin d'une époque. Fin du XXe siècle, ou l'émergence d'une nouvelle autorité. Dans les années 70, arrivée massive des journaux thématiques anglophones. Et on assiste par la même occasion au déclin de l'autorité des académies, une modification importante aussi des modes d'évaluation de la recherche et surtout des tensions de plus en plus prégnantes entre les différents acteurs de la production et de l'édition scientifique. Coup de grâce, l'État diminue les subventions dédiées à la recherche scientifique et les maisons d'édition deviennent des acteurs incontournables de la diffusion scientifique. Sous le joug donc, de cette nouvelle autorité, donc des maisons d'édition, l'édition scientifique est précipitée dans la sphère marchande, dont les stigmates se font ressentir, selon Ghislaine Chartrand, dès les années 90. On assiste alors à des coûts inflationnistes concernant les revues et les ouvrages et qui, de fait, limitent leur accès aux institutions et aux pays riches. Par ailleurs, dans le même temps, on assiste également à une augmentation des délais de publication et quelque part aussi avec ces maisons d'édition, il y a eu une mise à mal de l'indépendance de l'évaluation. Bref, l'édition scientifique est précipitée dans la sphère marchande et on va reprendre quelques éléments du rapport EPRIST qui a été fait par Michel Vajou en 2015. L'édition scientifique, un secteur très lucratif ou trop lucratif, eh bien la plupart des... Il y a une mainmise quand même de l'édition scientifique autour de 6 éditeurs clés, dont 5 sont cotés en bourse, avec des marges supérieures de 36% sur chiffre d'affaires. À savoir que dans la même année, Google faisait un profit, lui, de 21%. Ça vous donne quand même une petite idée de ce que ça donne. Ces 6 grands éditeurs captent 65% des profits mondiaux de l'édition scientifique. Donc, bien entendu qu'il y a une profusion de maisons d'édition, de petits éditeurs, mais c'est quand même eux qui captent presque les 3/4 des revenus. Ils ont un chiffre d'affaires cumulé de 7,5 milliards d'euros et un taux de croissance organique moyenne de 2,8. Donc, selon le rapport EPRIST que je pointe ici, Michel Vajou nous indique que la rentabilité hors norme des plus grands éditeurs scientifiques mondiaux rend de fait difficile l'évolution vers de nouveaux modèles économiques, puisque ce sont ces éditeurs-là qui tiennent le marché et d'une main de maître. Alors, les raisons de ce dynamisme, eh bien, il y a de plus en plus de recherches qui sont menées. Il y a l'évaluation, bien entendu, de la recherche qui amène les chercheurs à publier de plus en plus. Mais surtout, c'est l'élargissement géographique et démographique de la population de chercheurs, avec l'ouverture notamment de tous les pays asiatiques et également tous les pays émergents qui viennent aussi alimenter la recherche internationale. Les raisons de ce dynamisme économique, cette fois-ci, c'est la multiplication des offres de services éditeurs, notamment avec le Gold Open Access, les articles processing charge, les outils aussi nouveaux, que ce soit les outils analytiques ou bibliométriques, les bases de citation, enfin bref, il y a tout un écosystème qui est fait par ces éditeurs pour
véritablement, il y a une vraie politique outillée pour garder finalement les auteurs et les recherches. Alors je reviendrai sur toute cette terminologie après, ne vous inquiétez pas si vous ne la connaissez pas. Et il y a aussi, par rapport à ce dynamisme chez les éditeurs, une force contractuelle des éditeurs qui est phénoménale. Et on va le voir, une augmentation des tarifs qui ne l'est pas moins. Petit focus sur l'édition de la recherche, parce que personnellement, c'est ce qui va m'intéresser. L'édition de la recherche, c'est quoi? C'est la communication scientifique des chercheurs, essentiellement au sein de revues ou les actes de colloques. Ça touche un petit peu moins les monographies. Il représente 60% du chiffre d'affaires global de l'édition scientifique et près de 80% des profits. Donc en gros, nous produisons pour remplir les caisses grassement des maisons d'édition pendant que nous devons courir après les appels à projets pour obtenir des financements de nos recherches. Je vous laisse apprécier le ridicule du système. La publication des revues scientifiques est de loin la plus rentable. C'est 40% du chiffre d'affaires, avec une croissance organique la plus élevée qui avoisine les 4% par an. C'est énorme. L'investissement des éditeurs dans ce domaine, par contre, n'est que de 3,5 à 5% de leur chiffre d'affaires, selon les grands éditeurs. Force est de constater, par ailleurs, que depuis la fin des années 80, les prix n'ont cessé de croître et leurs marges font pâlir de nombreuses sociétés qui tentent de s'y engouffrer, dont les fameuses revues prédatrices, qui sera l'objet de la présentation suivante. Donc, les acteurs scientifiques et les professionnels de l'information et de la documentation ne peuvent forcément qu'être scandalisés de voir que le développement de la publication numérique, qui initialement aurait dû baisser de manière substantielle l'ensemble des coûts, puisqu'il n'y a plus d'imprimés, tout est sur numérique. Certes, il y a une phase où il faut investir pour créer des outils, et là, ça demande un investissement structurel dans le numérique, mais une fois ces investissements-là, certes, il faut continuer à les améliorer, etc. Mais de là à augmenter les prix comme ils l'ont fait, c'est parfaitement insensé, voire indécent. Alors, le profit est-il partagé? Eh bien, selon plusieurs études de l'association of Research Libraries, les coûts des périodiques ont, sur la période de 1986 à 2006, augmenté de 290%. Et sur une période un peu plus longue, donc de 1986 à 2011, ils ont augmenté de 400%. Je vous laisse apprécier. Alors, pas que, c'est aussi le coût. Oui. Pendant ce temps-là, alors que les coûts des périodiques ont augmenté de manière très conséquente, eh bien dans le même temps, les rémunérations concernant les droits d'auteur s'amenuisaient, voire certains éditeurs vous payent en bons d'achat dans leur propre collection. C'est magnifique. Ce alors même qu'une partie des tâches, tapuscrit, mise en page, éléments de couverture, vérification de l'orthographe, faute de frappe, et j'en passe, quand ce n'est pas la totalité du processus, incombe aux auteurs ou aux coordinateurs. Déchargés de ces missions, les éditeurs sont bien souvent relégués au rang d'imprimeurs, puisque finalement, ils ne font plus grand-chose. Alors bien entendu, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est quand même une réalité auquel je pense nous avons tous été confrontés. Rappelons également que les éditeurs ne rémunèrent pas le comité éditorial, ni les reviewers, les experts. Bref, il y a un déséquilibre de plus en plus prégnant qui s'est instauré dans la relation entre les éditeurs et les chercheurs. La politique de commercialisation, on va y revenir, mais fonctionne beaucoup ces derniers temps par l'achat de bouquets périodiques, où finalement on met dans ce même bouquet à la fois des revues que les bibliothécaires veulent avoir dans
dans leur collection, mais aussi des petites revues finalement qui sont quasiment pas lues. Et en fait, c'est ce bouquet périodique que les éditeurs vont vendre et qu'ils vont vendre à grands frais. Alors, désormais, ces bouquets peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, ce qui oblige les institutions à scruter à la loupe la consultation de ceux-ci et à reconsidérer leur politique d'acquisition et dans bien des cas de mettre fin à certains abonnements. Il y a certains abonnements, notamment à Montréal, les universités de Montréal qui ont décidé de mettre fin à certains contrats avec de très grandes maisons d'édition. En d'autres termes, eh bien, les bibliothèques universitaires ne peuvent plus mettre à disposition des auteurs scientifiques la production dont ils sont les auteurs. Et c'est quand même un drame. Certains auteurs ne peuvent même plus avoir le BAT, le bon à tirer, de leurs articles. Ils sont presque obligés d'aller l'acheter sur la plateforme en question. Alors là, je me suis amusée à faire un petit peu une répartition des rôles entre la fonction d'éditeur et la distribution des rôles dans l'édition de la recherche. Et on voit la ligne éditoriale, les appels à articles, tout ça, c'est géré par les chercheurs. Et finalement, qu'est-ce qui revient? Ils peuvent tout faire, sauf finalement l'estimation des coûts et la gestion des droits, qui ça reste bien entre les mains des maisons d'édition. C'est quand même là-dessus qu'ils font leur profit. Alors bien sûr, c'est un système qui est alimenté par l'évaluation de la recherche et le fameux publish or perish. Parmi les différentes formes de publication liées à l'édition scientifique, les revues scientifiques se sont imposées comme le mode de communication privilégié des chercheurs. Dans le même temps, associées aux techniques de la bibliométrie, les revues sont devenues de véritables supports pour l'évaluation de la recherche, et en témoigne d'ailleurs le référentiel ARS, HCRS, désolé, j'ai oublié le nouveau terme. Et dans certaines filières, la monographie pèse moins qu'un article scientifique dans une revue à facteur d'impact. C'est quand même pas exactement le même travail qui est demandé. Ceci a opéré un basculement donc entre une situation d'observation de l'état de la science. Rappelons initialement que souvent le facteur d'impact, notamment, était un dispositif utilisé par les bibliothécaires justement pour voir quelles sont les revues à mettre en rayon. Et surtout pas un outil d'évaluation de la recherche ou des chercheurs. Donc on est passé... on assiste à un basculement entre une situation d'observation de l'état de la science vers l'étude de la production d'un chercheur, d'un laboratoire, voire d'un pays, pour l'évaluation et l'évolution, puisque les deux vont de pair de carrière, ou la dotation de crédit. À savoir également que ce sont les 4 plus grands éditeurs commerciaux qui contrôlent 50% des revues à facteur d'impact. Donc vous voulez un gros facteur d'impact, il faut publier dans ces fameuses revues avec APC désormais. Donc le facteur d'impact estime la visibilité d'une revue au regard de la fréquence de citation de ses articles et il entend montrer ainsi la progression ou rétrogression de ladite revue ou d'un auteur au sein de la communauté scientifique internationale. Alors petite incise, un article en libre accès, petite promotion du libre accès, a 8 fois plus de chances d'être consulté et subséquemment suité. Donc je vous invite, même si vous voulez avoir un bon impact factor, à publier en libre accès. Alors bien entendu, il y a plein de critiques envers le facteur d'impact. On notera notamment les travaux de Jacques qui soulignent que normalement les facteurs d'impact visent une période de publication de 2 ans. Cette période, elle est davantage faite pour les sciences dites dures, puisque les articles sont généralement publiés à fréquence plus rapide et du coup sont cités aussi de manière plus rapide. Il y a aussi des variations importantes en fonction des disciplines. Par exemple, dans les mathématiques, on est aux alentours de 6 citations par article en moyenne. On est sur 14 en chimie, sur 19 dans le biomédical.
on est sur des nombres beaucoup plus importants en SHS, par exemple. Si on voulait véritablement évaluer le facteur d'impact en LLA-SHS, il nous faudrait plutôt une période de 5 ans. Ça serait beaucoup plus pertinent pour évaluer les choses, puisque c'est plus lent à être publié et à citer. Par ailleurs, Mols, alors ça je fais rappel à des vieilles recherches, signale que bien il y a des retards aussi dans la pertinence finalement et dans les sujets novateurs au sein de certaines revues prestigieuses. Pourquoi? Parce que les comités de lecture sont parfois frileux par rapport à certaines nouveautés, et que du coup, eh bien, ils laissent de côté un petit peu ces nouvelles recherches. Donc, il avait fait cette étude aux États-Unis, alors qu'au Japon, ce n'était absolument pas le cas, et du coup, ils avaient un cran d'avance dans les secteurs étudiés. On observe également que les bases de données, notamment les bases de données américaines, vont privilégier certaines publications nationales au détriment des publications internationales. Enfin, tout ça, finalement, est un peu biaisé. On n'arrive pas, le facteur d'impact n'est pas une science exacte, même si c'est chiffré, et on le sait bien, on peut faire dire à peu près ce que l'on veut aux chiffres en fonction des critères que l'on retient. Donc il y a une remise en cause du système d'évaluation, et d'ailleurs, si l'on reprend les recommandations de la science ouverte, il faudrait tendre vers l'open peer review. On aura sûrement l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Vous savez que dans les comités de lecture, alors il peut y avoir des comités de lecture collégiales, où finalement tout le monde sait qui est qui, et puis on se passe les articles comme ça, et puis on regarde, bah tiens, toi tu le connais pas, c'est quoi la biblio? Ah, je suis citée, c'est bien. Oui, ça existe encore. Il y en a d'autres qui font du simple aveugle, d'autres qui font du double aveugle. Simple aveugle, on sait qui est l'auteur, mais on ne sait pas qui est l'évaluateur, et double aveugle, personne ne sait qui est qui. Et donc, il faudrait, selon les recommandations de la science ouverte, viser l'open peer review, qui est l'évaluation ouverte par les pairs, où tout le monde sait qui est qui, bien entendu. Il y a aussi des détracteurs par rapport à ce système-là. Aucun système n'est parfait, le tout relevant, de mon point de vue, de l'éthique professionnelle des scientifiques. Alors, le facteur d'impact, loin d'être mort, tend à être suppléé, non supplanté, mais suppléé, par les altmetrics. Et le libre accès et finalement l'ensemble des réseaux sociaux et de la communication, de la diffusion de l'information sur la toile va permettre de collecter de nouvelles données et de voir aussi, alors les altmetrics sont des mesures alternatives d'impact qui vont prendre en compte l'importance, qui vont prendre de plus en plus d'importance dans le cadre de l'évaluation de la recherche, et qui va mesurer finalement l'impact potentiel et immédiat d'un article en analysant sa dissémination et sa discussion sur la toile. Donc on va creuser sur comment est-ce que la publication est utilisée, combien il y a de téléchargements, est-ce que l'information est partagée, est-ce que c'est mis dans les signés, est-ce qu'on en parle dans les blogs, est-ce qu'on en parle dans Wikipédia, est-ce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, qu'ils soient scientifiques ou non d'ailleurs, et bien entendu le nombre de citations qu'il peut y avoir dans les bases de données scientifiques. Soi-disant, ça permet de détecter l'impact caché des articles. Par exemple, un article seulement cité 10 fois sur Google Scholar, mais très diffusé dans la communauté scientifique et qui sera discuté, pointé, etc. À savoir que qui est-ce qui détient encore les altmetrics et les outils qui sont liés? Eh bien, ce sont les éditeurs commerciaux. Alors, l'open access ou le libre accès, eh bien, c'est un mouvement que vous devez connaître, puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années que les professionnels de l'information et de la documentation, notamment, et des bibliothécaires œuvrent, pas que, mais les professionnels de l'IST de manière générale,
œuvrent pour le libre accès. Là, c'est un diktat économique, le plus souvent au détriment des scientifiques. Les chercheurs, y compris, se sont rapidement emparés de la toile pour conduire des projets de publication scientifique. D'ailleurs, le nombre de blogs, de sites perso de chercheurs en sont le témoignage. Là, typiquement, vous allez remettre les conférences en ligne, donc vous vous réappropriez finalement l'ensemble de ces échanges sous différentes formes. Donc, l'Internet et le numérique de manière générale nous a permis aussi d'avoir des formes multimodales de publication scientifique et de communication scientifique. Bien entendu, le libre accès, dans ses motivations premières, était de se soustraire à l'autorité et aux logiques marchandes des grands éditeurs commerciaux. Mais ceux-ci, qui ne sont pas en reste, ont été obligés, bien entendu, d'accepter les nouvelles règles du jeu, en partie pour ne pas avoir, par peur de perdre leur poule aux œufs d'or et de voir tous les auteurs se détourner définitivement de leurs services. C'est pour ça qu'ils sont aussi proactifs en matière de dispositifs et d'outils, c'est pour garder cet avantage concurrentiel. Alors, le libre accès est un mouvement qui s'est structuré et qui maintenant prend des formes diverses. Alors, il y a les 3 grandes déclarations internationales qui ont laissé cours à tout un tas d'autres déclarations nationales, etc. C'est un vrai réseau qui se structure maintenant au niveau européen, notamment avec Spark Europe, mais il y a aussi DORA et ainsi de suite, une vraie politique nationale, européenne et internationale qui est en train de se mettre en place et finalement qui sont assez peu connues encore, malheureusement, des disciplines qui ne sont pas concrètement, qui ne sont pas forcément dans ce circuit-là. Grosse avancée au niveau du territoire national, avec la loi pour une république numérique en 2016, soit la volonté politique de reprendre la main sur les produits de la recherche financés. Et 2 ans plus tard, le plan S est lancé, ainsi que le comité pour la science ouverte. En 2019, la feuille de route du CNRS, avec petit, promulgue finalement un objectif qui serait de 100% en accès ouvert. On n'y est pas encore, mais on essaie. Ils essaient. Alors avec ce libre accès, de nombreux modèles économiques de publication scientifique sont apparus. Alors le plus connu, on en a parlé juste avant, c'est l'accès payant à des revues ou des bouquets de ressources. Là, on est sur une politique commerciale basée sur le modèle du lecteur-payeur, ou l'achat ou l'abonnement. Les bibliothèques achètent des fonds, ou sinon, ce sont directement les lecteurs qui achètent des articles, généralement à l'article et plus à la revue. Quand vous regardez la somme que ça fait à la fin, on n'est plus tout à fait sur les mêmes échelles, d'ailleurs. Donc, c'est la politique du lecteur-payeur. Vous avez également le Green Open Access ou la voie verte. Je pense que tout le monde ici en a entendu parler, avec notamment toutes les archives ouvertes, puisque maintenant, il y a une injonction de déposer l'ensemble de ces publications sur HAL pour que vos laboratoires de recherche puissent être évalués par les HCRS. Et toutes les bibliothèques ont dû créer une petite API pour être interopérable avec HAL. Il y a également le Free Gold Open Access, ou voie dorée, enfin moi je l'appelle voie dorée institutionnelle, où la prise en charge financière et humaine est faite par les institutions de recherche, parce que ce n'est pas free, c'est jamais gratuit. Ce sont les institutions qui payent là, mais il ne faut pas croire que ce soit gratuit. Il y a toujours des gens, des bras qui sont derrière. Donc le free, pour moi, paraît un petit peu abscon dans cette situation. Donc une prise en charge financière et humaine des institutions de recherche, et c'est à peu près 2/3 des revues qui fonctionnent selon la DOAJ via ce modèle économique-là. Après, on a le Gold Open Access, ça c'est le pompon, si j'ose dire, ou voie dorée, c'est la politique de l'auteur-payeur.
hein, qui repose sur les fameux APC, Article Processing Charge. Donc c'est l'auteur hein, qui va aller payer les éditeurs pour être publié, si ce n'est pas magnifique ça. Bien entendu, alors dans ce cas-là, si vous avez une institution, un gros laboratoire derrière vous, des financements, ben, vous pouvez aller payer. Hein, et puis ben, sinon, ben, vous restez avec votre article sous le bras. Donc la publication d'un article, selon Solomon, coûterait entre 8 $, ça va, c'est raisonnable, et 3 900 $, soit une moyenne à 881 € à peu près. C'est plus que ça maintenant, ça date de 2012. Ouais. C'est magnifique, 5 000 €. Ouais, voilà. C'est la politique inflationniste entre 2012 et 2022. Donc on y est encore. Il y a également le Platinum Road ou le modèle freemium où les contenus libres et gratuits pour les auteurs et les lecteurs, mais services payants pour les éditeurs et les bibliothèques. À titre d'exemple, Open Edition fonctionne sur ce modèle-là. On a des modèles également hybrides avec un libre accès après 6 mois à 2 ans d'embargo. Donc ça reste en mode payant pendant ce temps-là, puis devient ouvert, libre. Et enfin, on a les revues dites diamants, où le contenu est intégralement gratuit pour les auteurs, les lecteurs, mais ça repose sur le bénévolat des scientifiques, mais j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à ça près. La science ouverte à présent, hein, puisque tout ce mouvement finalement du libre accès, hein, depuis 2 décennies, on assiste donc à des dynamiques liées aux démarches ouvertes, le fameux Open, hein, lié donc au libre accès, mais aussi dans une certaine mesure aux humanités numériques. Et ces initiatives ont drainé avec elles une multitude d'initiatives et de mouvements dont le dénominateur commun est l'openness, lequel se décline au gré des sujets, archives ouvertes, carnets de recherche ouverts, données ouvertes, évaluation ouverte par les pairs, code source ouvert, ressources éducatives ouvertes, et aussi bien d'autres sans le terme open, dont la science citoyenne ou encore les réseaux sociaux scientifiques. Attention, l'ouverture doit être entendue comme le fait de rendre accessible à quelqu'un ou à quelque chose qu'il ne l'était pas. Le quelqu'un étant entendu comme tout le monde, le particulier, le professionnel, les institutions, les organisations à but lucratif ou non lucratif. Le quelque chose devant s'entendre comme les robots ou bots qui vont pouvoir parser l'intégralité de ces données. Mais ouvert et se faisant accessible ne signifie pas gratuit, en tout cas pas pour tout le monde. Alors, toutes ces démarches d'ouverture sont désormais regroupées sous le terme générique de science ouverte ou open science, afin d'en assurer notamment la gouvernance informationnelle et stratégique. Oui, mais pas que. Pas que. Pourquoi? Parce que comme le rapporte Bueno de la Fuente pour l'OCDE, dès 2015, la science ouverte doit permettre l'accessibilité numérique au public et sans restriction des principaux résultats de la recherche financée par des fonds publics, ce qui comprend les publications et les données de recherche. Maintenant, les publications, limite, c'est pas votre analyse, on s'en fout. Concrètement, c'est ça. C'est plutôt les données, la collecte de vos données, la méthodologie employée et comment on va pouvoir les réutiliser pour en faire autre chose. De plus en plus, d'ailleurs, les éditeurs commerciaux demandent à avoir et le papier et les données de recherche associées, les fameux data papers. Donc ça, c'est pour l'OCDE, dès 2015, qui nous donne cette définition-là de la science ouverte. Et pour la Commission européenne, en 2016, on était plutôt sur la science ouverte représente une nouvelle approche du processus scientifique, basée sur le travail en coopération et de nouvelles façons de diffuser les connaissances en utilisant les technologies numériques et de nouveaux outils de collaboration.
Donc, dans un sens, on est sur « faut rendre tout ouvert » et forcément rendre tout ouvert via des outils numériques amène à des modifications du processus, de l'approche du processus scientifique. Au passage, je vous ai mis ici la taxonomie de Foster sur la science ouverte. Vous voyez que ça regroupe véritablement énormément de champs et forcément, plus un champ va être structuré, plus il est normé, plus ces normes, il va falloir que nous les appliquions derrière, que ce soit nous ou les fonctions support. Alors, les propos de Frédérique Vidal, notre ancienne ministre de l'Enseignement et de la Recherche, tenus en 2018, prononçaient ceci: « La science est un bien commun que nous devons partager le plus largement possible. » Je pense que là, on est tous à peu près d'accord. « Le rôle des pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de la science comme facteur d'enrichissement collectif. » On voit bien un glissement sémantique sans équivoque, en tout cas de mon point de vue, de la recherche scientifique publique vers la sphère socio-économique privée. Par ailleurs, je vous laisserai apprécier la terminologie employée, en particulier l'usage du verbe « rétablir » et les sous-entendus inhérents. Allez voir dans le CRNTL, c'est juste très drôle. Alors, il va sans dire que l'ouverture et la libre circulation de l'information nourrit des idéologies contradictoires, comme le souligne Ibekwe San Juan ou Pakien Segi. Alors là, j'ai laissé exprès les copyrights de cette petite image. C'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un copyright, moi aussi, je peux en mettre un de copyright, ça n'empêche pas de réutiliser et de diffuser. Bref, si le courant libertaire prône l'ouverture et la collaboration comme doctrine pour l'élaboration des biens et des connaissances, le courant ultralibéral, lui, y discerne une opportunité pour investir dans des domaines jusque-là protégés par les lois du marché. Tentant de maîtriser les pratiques liées aux technologies de l'information et de la communication, y compris pour son propre compte, le courant régalien se voit jouer les arbitres entre ces deux courants, lesquels se rejoignent toutefois dans la défiance qu'ils ont à l'encontre de cette régulation étatique. Donc finalement, ils sont chacun de leur côté et ils se mettent à taper tous sur la même. Le plan S. Le plan S, c'est trois axes prioritaires. Le premier, généraliser l'accès ouvert aux publications scientifiques et essentiellement les recherches financées vont devoir obligatoirement avoir une politique d'ouverture. Attention, ouverture ne veut pas dire gratuité. Juste. Il va falloir aussi structurer et ouvrir les données de la recherche, parce que les données de la recherche sont la matière première de la connaissance. Les données produites par la recherche vont devoir être structurées et mises en conformité avec le fameux modèle FAIR. Facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Ils devront être préservés, et cela dès que possible et de manière ouverte. Alors, comme je vous le disais, les éditeurs commerciaux, eux, ils ne nous ont pas attendus. Ils sont déjà dans la conquête des données et des articles de données qu'ils considèrent comme le nouvel Eldorado scientifique, dont les potentialités d'exploitation ne font que s'esquisser, mais dont les perspectives réservent aux détenteurs des droits de substantiels revenus. Et nous ne faisons qu'effleurer à l'heure actuelle la virtualité du paradigme de la mégadonnée. Il y a déjà Elsevier qui propose des outils extrêmement pertinents en termes d'aide à la décision. Et c'est ce vers quoi nous devrions tendre au niveau de la recherche scientifique française. Et pas qu'une mise à disposition, mais aussi des outils d'aide à la décision pour nos propres besoins. On notera également qu'il y a des dispositifs, Data in Brief chez Elsevier ou encore Scientific Data pour Nature. Troisième axe prioritaire, s'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale, ce qui implique bien entendu le développement de nouvelles pratiques quotidiennes par les chercheurs. On y revient. Nouvelles pratiques.
Alors la science est-elle ouverte que dans un sens? Au niveau macro, donc au niveau des institutions, la science ouverte consiste au partage de connaissances, le plus souvent en libre accès. La question qu'on peut se poser, c'est s'il y a des injonctions aux universitaires et institutions pour jouer le jeu. Les citoyens pourraient éventuellement en faire de même, mais qu'en est-il des entreprises privées? Partageront-ils leurs propres connaissances? Cela dit, il est vrai que ces derniers pourront en profiter pleinement pour l'enrichissement collectif, dit évoqué par Vidal. Du moins faut-il espérer que ce sera réellement collectif, puisque certaines d'entre elles sont loin d'être des modèles de vertu. Donc, le partage des connaissances en libre accès avec des acteurs pluriels, universitaires, citoyens, institutions, entreprises, avec une volonté de transversalité et de coopération qui transparaît de plus en plus d'ailleurs dans les appels à projets nationaux et internationaux, le transfert de connaissances et de compétences étant de bon ton. Aux motivations tout aussi diverses, mais néanmoins réunies par des centres d'intérêt communs, voire des problématiques similaires, et problématiques similaires entre institutions, associations, entreprises, c'est loin d'être gagné. À savoir que par rapport au partage de connaissances, les rapports qui ont été faits ces dernières années par le Comité pour la science ouverte préconisent des licences Creative Commons les plus tolérantes qu'ils soient, soit la licence qui permet l'accès à la diffusion non commerciale du document. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image, là, je fais une diffusion non commerciale de document. Et concernant l'ouverture des connaissances en libre accès, Marin Dacos, en 2019, lors des journées JNSO, se faisait le rapporteur d'une enquête du programme de recherche Open Edition Lab sur l'appropriation du savoir ouvert, et il signale que parmi les accès identifiés par des entreprises dans les 5000 IP consultant le plus Open Edition, les 3 principales organisations privées sont le Crédit Mutuel, Dassault et AXA. À titre d'exemple, le Crédit Mutuel consulte autant que l'Université du Luxembourg. Pas mal, hein, comme info. Je trouve ça très intéressant. Bref, au-delà du partage de connaissances, l'objectif résiderait donc dans une forme d'économie contributive, au sens de Bernard Stiegler, par innovation interne ou externe via l'intelligence collective, au sens de Pierre Lévy, des acteurs concernés. Ces démarches d'ouverture serviraient d'exemple et de modèle aux entreprises. D'ailleurs, il semblerait que le gouvernement du Québec, à travers le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, tente d'encourager les entreprises à mobiliser les pratiques de l'innovation ouverte. Et selon la définition donnée au sein de l'article de Lise Gala sur l'innovation ouverte, sortirait du giron de la recherche et du développement ou du marketing et pourrait prendre 2 formes utiles à l'entreprise. Le outside in, qui consiste à trouver des connaissances, des méthodes ou des technologies à l'extérieur de l'entreprise pour enrichir ses propres processus d'innovation. C'est de l'intelligence économique, c'est du benchmarking, voilà. Et le inside out, qui vise à mieux valoriser sa propriété intellectuelle à l'extérieur, la plupart du temps sous forme de licence. D'ailleurs, lorsque l'on regarde attentivement la taxonomie de l'open science, il semblerait que ce soit le outside in, issu du privé, dont nous devrions nous inspirer dans nos pratiques d'inside out, et notamment la nécessité de penser systématiquement aux licences. Alors, dans ces préceptes, la science ouverte n'est pas un concept récent, on pensera notamment au village global de McLuhan et Power. Cette proximité et cette ouverture sont rendues possibles par les technologies issues de la sphère numérique, mais aussi par ces modes de régulation et de contrôle, le panoptisme numérique, permettant notamment la traçabilité de la propriété intellectuelle. Toutefois, la quête de nouveaux modèles d'affaires et de nouveaux modèles scientifiques est centrale pour que chacun puisse tirer profit de ces apports. Et je vous invite à méditer le principe recommandé par le Comité pour la science ouverte, rester aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire.
Quelles incidences à présent au niveau MISO, soit au niveau universitaire? Eh bien, la science ouverte doit permettre de partager, de réutiliser librement des données sur les connaissances, les méthodologies, les pratiques, les technologies entre différentes disciplines, et ce, à travers le monde, afin de relever conjointement les défis sociaux, sociétaux, économiques, politiques et j'en passe de demain. Les problématiques liées aux données et à leur interopérabilité, constituent des facteurs clés de cette réussite. On est en plein dans les données. D'ailleurs, vous avez dû en entendre parler, données par-ci, données par-là. Ça n'arrête pas. Vous voyez ici l'impact sur le processus de la recherche. À chaque étape du processus, il va falloir maintenant mettre des actions en place et surtout faire appel à des professionnels, professionnels de la documentation, de la donnée, RH, juridique. Enfin, on devient multifacette et surtout ça devient véritablement le parcours du combattant. Au niveau micro, à présent, soit au niveau du chercheur, eh bien, dans les faits, la science ouverte consiste à étendre les principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de la recherche, à favoriser le partage, la collaboration le plus tôt possible. Alors tout ça, c'est très bien, je suis pour, clairement, mais cela implique, c'est ce que je pointais juste avant, un changement de paradigme important dans la gestion de sa recherche. Avec la montée en puissance notamment du modèle FAIR, il va falloir que vous vous habituiez dès le début de vos projets à voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en place. Il va donc falloir penser désormais en termes de plan de gestion de données. Comment est-ce qu'on va pouvoir réexploiter ce que vous allez trouver sans l'avoir encore trouvé? Et on sait qu'un projet, il n'est pas toujours sur une belle ligne droite, ça se saurait. Et de manière plus profonde, comme le dit un de mes collègues de la MSH Sud, il va falloir devenir un auto-entrepreneur de la recherche. Une recherche qui va de fait être de plus en plus normée. On a évoqué tous les cadrages juridiques, RH, bibliométriques des données, etc., où les normes techniques liées aux architectes au sens de Jeanneret peuvent imposer de nouvelles façons de faire la science elle-même. Au-delà de l'enthousiasme lié au quatrième paradigme, les SHS ont déjà subi les effets des normes techniques. Les sciences du langage, notamment, comme le souligne Boulier, avec le TAL, a peu ou prou mis fin aux recherches fondamentales liées à cette discipline. Ou encore Tuffry qui souligne que les archives de fouilles en archéologie ont été complètement reconfigurées avec les outils numériques. Donc il y a vraiment des transformations profondes aussi liées à ces outils numériques qu'il faut appréhender. Alors, les travaux menés sur la science ouverte sont d'ores et déjà, depuis un certain temps, puisque ça vient aussi du libre accès, en train de repenser les modèles et les techniques de stockage, de diffusion et de réutilisation, mais il est aussi important de penser les techniques qui vont contribuer à la science ouverte, et ça, c'est ce qui est déjà fait. Pour ma part, je défends l'idée d'un constructivisme numérique, dont je n'aurai pas le temps de vous parler ici, mais qui fera aussi l'objet de ma prochaine HDR. Mais il est de mon point de vue, du coup, indispensable de considérer la science ouverte comme un projet de connaissance qui prenne en considération l'ensemble de l'écosystème scientifique, et c'est peut-être là où le bas blesse. Le design de la recherche et les développements en cours prennent comme référence les sciences dites dures, et les projets en faveur des sciences sensibles restent encore trop minoritaires. Or, considérer l'écosystème est un prérequis pour construire des projets de connaissances centrés sur les pratiques et sur les usages des chercheurs. Comme il n'existe pas une vérité, il n'existe pas une façon de faire de la recherche scientifique, ni un modèle de pensée ou d'action auquel tout un chacun devrait se plier.
Il est donc nécessaire de concevoir des dispositifs de science ouverte au regard des différentes normes et des différents enjeux des acteurs scientifiques, et du coup, en un sens, d'appréhender les processus de sense-making organisationnel des communautés de chercheurs au sens de Weick, afin d'adapter des systèmes d'information et de collaboration selon leur schéma d'action, les adapter à leur habitus de travail. En d'autres termes, je vous encourage vivement à contribuer à l'ensemble de ces dispositifs, à faire entendre votre voix, en particulier pour les LLA et SHS, enfants pauvres de la recherche française, si vous ne voulez pas assister et être victime d'une fracture scientifique numérique. Est-ce qu'il me reste quelques minutes ou pas? Normalement non. Mais normalement non. Une minute, s'il y a un élément important à rajouter. Oui. Alors là, c'était la fin, c'était au cas où j'allais reprendre ma casquette de commercial pour le projet NumérRêve. Alors je pilote depuis quelques années un programme de recherche action qui est un portail d'édition scientifique qui s'intitule NumérRêve et qui accueille, alors là je vous passe les actions qui ont été menées, juste on a fait des études, des audits et des diagnostics pour essayer de proposer une plateforme d'édition scientifique qui facilite la vie des chercheurs en termes de publication scientifique. Donc on développe des outils et cette plateforme accueille des revues, des actes de colloques, des ouvrages collectifs, des carnets de recherche. L'objectif étant d'accompagner les porteurs de projets scientifiques soit vers la création, soit vers la transition numérique. Et pour ce faire, on a créé un workflow d'évaluation et de correction des articles où tout se passe en ligne depuis le dépôt des articles jusqu'à la publication. Et donc un système simplifié de gestion de la publication avec des systèmes d'export de bases de données vers la TEI XML notamment. Donc vous pouvez très bien utiliser le workflow d'évaluation NumérRêve et aller publier chez Open Edition, Kern ou toute autre plateforme utilisant la TEI XML. Concrètement, on vous crée votre espace de publication personnalisable selon plusieurs templates à disposition. Vous pouvez gérer la communication avec les participants, c'est-à-dire que celle-là, c'est vous qui, nous, on propose des outils, on vous accompagne dans la prise en main, on vous accompagne dans la charte de bonne qualité puisqu'on fait partie du réseau Repère, qui est un réseau de pépinières de revues scientifiques. Donc, on profite aussi de ce réseau pour vous accompagner vers la publication scientifique, mais vous restez maître de vos contenus scientifiques et bien entendu de l'intégralité de vos équipes que vous pouvez gérer facilement depuis la plateforme. Le workflow, une fois vos équipes gérées, nous vous accompagnons, là c'est le workflow qui permet du coup la création et la publicisation des appels à contribution si vous en avez, sinon ce sont des appels permanents. Donc il y a plusieurs dispositifs qui nous permettent de publiciser vos contenus. Une fois que vos contenus sont connus et que des auteurs ont fait une proposition, le workflow de gestion des évaluations rentre en ligne de compte et vous avez du coup, vous récupérez la liste des propositions. À chaque fois, vous avez des notifications qui viennent sur qui a tout un système de notifications sur qui a déposé, qui a évalué et ainsi de suite, avec une grille d'évaluation et de commentaires qui est l'aboutissement d'une étude qui a été réalisée en 2017, mais dont les champs deviendront personnalisables dans la V4. Et vous avez enfin dans le dernier screen un exemple un peu flouté, mais bon, c'était de toute façon un faux exemple. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, il y a un algorithme qui va croiser les données du chercheur, les données de l'article avec les données des évaluateurs pour vous suggérer des évaluateurs au sein de votre comité scientifique. Et donc, il y a toute cette phase-là, vous cochez les personnes en question, vous cliquez sur « Finaliser l'étape »
et toutes les notifications sont envoyées aux évaluateurs pour savoir s'ils acceptent ou non, dans les délais liés au calendrier que vous avez fixé, les évaluations en question. Ils sont bien entendu libres de refuser, et auquel cas vous avez une petite notification qui vous dit « loupé, il va falloir recommencer ». Voilà, pour vous. L'idée, c'est vraiment cette tâche très chronophage qui est liée à tout le processus d'évaluation des articles scientifiques, qu'elle soit le plus simplifiée possible, sachant que nous proposons du simple aveugle, du double aveugle et bien entendu de l'open peer review. On pourra en discuter peut-être lors des échanges. Et enfin, ce workflow permet de publier soit au sein du dispositif Numérev. Ici, du coup, on a une screen sur tous les numéros et d'autres qui permettent de voir un petit peu le résultat. Il y a un sommaire interactif, la génération de PDF automatique et l'attribution de DOI qui est gérée par la plateforme. Et je termine là-dessus, ou presque. Du coup, il y a des systèmes d'export et de référencement. Je vous ai parlé de la TUI XML, mais aussi vers Joomla, WordPress, qui sont aussi des outils utilisés par les petites revues. Il y a un système d'alignement des métadonnées, donc un référencement web au sein des catalogues de bibliothèques et de bases de données. On est une association, une convention avec Mirabel. On est référencé par Google Scholar et quand les revues le permettent, on les référence dans la base de données européenne RIH+. Donc l'attribution de DOI est peut-être sur HAL. Et les mots de la fin. Le numérique est porteur tout à la fois d'utopie et de dystopie, car le système documentaire que représente Internet permet autant le partage de connaissances, l'accès et la démocratisation des savoirs, la tolérance, que la surveillance généralisée et le totalitarisme. Reste à être vigilant. Merci de votre attention. Merci beaucoup.